c'est assez beau dans l'idée, une note. C'est comme si on encapsulait un jugement de valeur assez précis, avec beaucoup de critères, des forces, des faiblesses, et qu'on encapsule dans une note. Nouveau récit. Il y a quand même un peu une ambition méthodologique et derrière ça qui nous plaisait. Et donc on est arrivé avec cette idée de dire c'est on presque va de la poésie. noter les startups. Nouveau récit. Leur problème dans beaucoup de ces boîtes, c'est pas qu'ils ont un problème à prendre des risques. Ils en ont pris dans leur histoire, ils savent en prendre aussi. C'est que c'est compliqué quand ils ne le voient pas. Ou quand ils ne... Et parce qu'en fait, quand un risque que tu ne vois pas, tu peux pas prévoir des parades. Mais donc, tu as tout à fait raison, c'est intrinsèquement un outil d'aide à la décision. La notation, c'est pas comme la notation dont on a l'habitude, nous, en France, en plus, qui est très ancrée dans le système scolaire, qui est uniquement dans l'évaluation, au sens un peu bien, pas bien. Nous, ça, c'est le tout début de l'histoire. Parole publique. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole publique. Donc je commence de manière informelle. Tu disais donc que tu consommais beaucoup de podcasts ? Ouais, tout à fait. C'est assez adapté ou sur des trajets crèche, bureau, ou même le soir un peu avec une vertu endormissante et thématique sport beaucoup, je dois te l'avouer aussi. Un peu d'histoire, les grands classiques ou Monsieur X ou Affaires sensibles aussi, et un peu d'actu avec l'heure du monde par exemple, sur des petits formats courts aussi, de mais 10 où minutes. en fait 10-20 minutes. Et sauf que 10-20 minutes sur un sujet donné avec un journaliste quali, on comprend un petit peu le sujet. C'est-à-dire que c'est pas un tweet ou c'est pas un truc. Voilà, donc ça, j'aime bien le format. Et dans les vies un peu qu'on a avec les enfants, le travail et le sport, je trouve que ça met à profit le temps de déplacement de manière assez agréable aussi, avec des bons écouteurs, on s'isole, très bien, quoi. Là, tu vois, c'est marrant parce que Parole publique avait ses bureaux à Saint-Brieuc. Ouais. Et moi, je vis à Rennes. Donc, je faisais souvent des allers-retours. Qui est une petite heure ? Ouais, c'est une petite heure, exactement. Et alors, le nombre de podcasts que j'ai consommés, c'est juste complètement incroyable. Alors maintenant, les bureaux sont à Rennes. Donc, ça fait 10 minutes de trajet. Donc, je consomme toujours des podcasts, mais sur des formats différents. Plus courts, bien sûr. Ouais. Et donc là, j'ai découvert... c'était comment avant ? D'accord. France Inter, en fait, produit des podcasts. C'est vraiment un truc génial. Alors, Nouveau Récit, c'est un format long, c'est un format conversationnel pour essayer d'aller creuser un peu les sujets. Parce que, on a parlé de décarbonation, on a parlé, en fait, de sensibilisation au vivant, on a parlé encore des affaires publiques. Là, le dernier qui est sorti aujourd'hui, d'ailleurs, en fait, aujourd'hui, c'est le 22 septembre, avec Sarah Durieux, on a parlé de la manière, en fait, dont on pouvait un peu réinventer la démocratie. D'accord. Ça signifie donc que les auditeurs sont plutôt des personnes qui ont envie d'apprendre à décrypter ce monde-là, par les personnes qui changent le monde et le font. Ouais, exactement. Ouais. Alors, je me suis dit, toi, Antoine, tu vas te présenter. On dit quoi ? Baccaria, Bacheria ? Baskira. Baskira, rien à voir. Exactement. Baskira, c'est quoi l'origine C'est le nord-est de l'Italie. Alors, pas du tout l'Italie rêvée de la Méditerranée. C'est entre la Slovénie, l'Autriche. Non, le nord-est. Vraiment, aux 200 km au nord de Trieste. C'est une région qui s'appelle le Frioul. Voilà. D'accord. Et donc, vague d'immigration dans les années 60, après la guerre. Et ça, c'est mes grands-parents. Mon père qui est né en France. Donc, on a encore un peu racine italienne. Et outre le côté racine historique, c'est aussi 10 ans de ma vie, ou un petit peu moins en tout cas, où j'ai suivi mon père de 8 à 17 ans à Milan pour son travail cette fois. Donc, on a eu un peu un rapprochement entre ce qui était d'abord un peu des origines lointaines de sang. Et ensuite, ça s'est concrétisé par toute mon adolescence à Milan aussi, pour d'autres raisons, mais qui était quand même un peu une retrouvaille avec un pays qui était important pour nous, quoi. Donc, et tu as réussi à t'approprier, justement, ou à te réapproprier un peu la culture de tes parents ? Alors, côté père. Donc mon père, lui, contrairement à son frère, lui, il est plutôt français, de culture aussi, donc c'est pas une réappropriation, si ce n'est la langue, effectivement, ce qui m'a permis d'aller basculer en italien avec mes grands-parents, alors que plutôt avant, j'avais tendance à leur parler français. Donc, découverte plus que réappropriation, et avec beaucoup de plaisir, parce qu'on y reste longtemps, à un âge en plus où on a quand même du temps, on suit les parents en vacances aussi. Voilà, donc Antoine Baskira, français, mais avec un peu de racine italienne. Enchanté Antoine. Enchanté Fouad. Alors, on va parler un petit peu de toi. Tu es le créateur, le cofondateur d'Early Metrics. Tout à fait. Donc, il y a une petite actualité parce qu'en réalité, tu n'es plus
Toujours cofondateur, mais plus toujours CEO. Cofondateur, Exactement, mais tu n'es plus ça on ne l'enlèvera jamais. C'est mon associé Ouais. Sébastien Paillet, avec qui on a fondé la société il y a 10 ans maintenant. Ouais. Qui, du coup, reste seul aux manettes après 10 ans de duo. Il continue en solo aussi. On en reparlera si ça t'intéresse. Ça va, la séparation n'est pas trop difficile? Pas du tout. Je l'ai revu hier soir. Non, ça a été une relation qui a été géniale. Et ensuite, il y a une divergence qui s'est faite, pas du tout dans le duo, mais vraiment sur la stratégie de la boîte, avec la société qui avait évolué avec 2 activités assez différentes. Ouais. Et donc, on en a cédé une et Sébastien continue l'autre. Moi, j'ai accompagné la session de l'activité historique. D'accord. Et Seb, lui, s'occupe du développement de la nouvelle activité. Ouais, donc, super. Voilà, mais toujours une très belle relation. C'est des relations humaines qui se créent très jeunes, puisqu'on a créé la société quand moi j'avais 23 ans et Sébastien peut-être 24. Ouais. Et donc en fait, il y a un côté très grandir ensemble quand tu crées une société à 2, si jeune, où c'est encore des cerveaux assez plastiques, et tu crées un peu des relations assez fusionnelles dans le travail. C'est pas une question d'amitié ou quoi que ce soit. Et donc non, ça a été une très belle relation qui continue du coup, mais un peu différemment, quoi. Ah, c'est marrant parce que j'ai une vraie théorie en fait sur les cycles. Alors, c'est peut-être un truc complètement débile, mais pour moi, les cycles durent 10 ans. Et tu t'aperçois quand même, en fait, grosso modo, hein, et tu t'aperçois en fait qu'il y a toujours en fait un renouveau en fait à partir de cette période, cette période-là, en bien ou en mal. Hein, En tout cas, moi, effectivement, c'est quelque chose que j'avais senti après 6-7 ans que j'avais fait à minima plus de la moitié de mon chemin un peu dans ma propre entreprise. Et donc, je commençais à chercher à ce que les planètes s'alignent un petit peu pour prendre un rôle moins opérationnel. Je suis trop jeune pour te donner l'expérience sur le côté 10 ans, puisque moi, c'est mon premier du coup, puisque j'ai 32 ans maintenant. Mais je le garde en tête et puis on se reparle dans 10 ans. Je te dirai si j'en ai ouvert un et fermé un autre. Ouais, c'est super. Ben oui, parce que tu as fait la quasi-totalité de ta carrière, enfin la totalité de ta carrière en fait dans cette entreprise que tu as créée. Peut-être même quand tu étais déjà étudiant. Exactement, j'ai un parcours un peu de création qui est assez différent de... Je sais pas, il y en a autant que ce qu'il y a d'histoire d'entreprise, mais donc moi j'ai entrepris des études d'ingénieur vraiment très loin de la finance et même du monde du commerce, puisque je suis ingénieur agronome, vraiment prépa bio-véto, BCPST, comme ils l'appellent. Début d'école d'ingénieur à AgroParisTech, qui est une bonne école dans ce secteur-là. Et en fait, pendant cette année de césure, donc grosso modo entre 22 et 23 ans, je rencontre Sébastien en stage. Lui était en poste chez PwC, moi juste stagiaire à vouloir un peu apprendre la finance d'entreprise. Et on a créé la société ensemble. Donc tu as tout à fait raison que j'ai pas eu un début de carrière réfléchi, entre guillemets, je veux faire ci, et puis tu candidates aussi. J'ai vraiment, moi, toute la première partie de ma carrière, elle a été dans il y a cette opportunité, je saute dedans sans tellement y réfléchir, j'exagère un petit peu, je suis dur avec moi-même, et on crée la société. Et ensuite, c'est 10 ans de travail sur lequel on n'est pas comme d'autres personnes de nos âges dans la réflexion ou le plan de carrière. C'est finalement une phase de vie et un challenge professionnel qui est beaucoup dans l'exécution, où on travaille, on développe la société, on survit, on a des hauts et des bas aussi. Et c'est quasiment presque maintenant à 32 ans que je me pose la question pour la première fois de qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. Ou en tout cas, comme quand j'avais 16 ou 18 ou 20 ans, quoi. Puisque en fait, les 10 années où on est censé faire un peu ses premiers choix de carrière, moi, ça a été plutôt au service de créer une première boîte. Et quand tu as fait AgroParisTech, tu te voyais faire quoi plus tard ? J'étais plutôt, c'est rigolo, on parlait un peu de la famille, j'étais moi plutôt entouré, autant ma mère que mon père, qui ont eu des carrières à succès, ou en tout cas intenses et longues, dans des grandes entreprises. Ma mère dans le linge de maison et mon père dans les vins et spiritueux, mais dans des grands groupes. Et j'étais de manière un petit peu... homothétique dans ce schéma-là, à faire un premier stage chez L'Oréal et ensuite PwC, et pas du tout, alors que contrairement en 2013-2014, il y avait un peu ce frémissement de créer des startups. C'était un petit peu le début quand même de l'écosystème, mais moi je regardais ça de loin et c'était pas tellement mon souhait. J'étais plutôt en train d'aller suivre un schéma grand groupe, un tout petit peu traditionnel dans ce système français, la prépa grande école. Et c'est vraiment l'opportunité, la rencontre avec Sébastien qui fait que je me suis lancé là-dedans, mais au début sans même vraiment la conscience que ça allait être un début de carrière, presque plus en parallèle de ce stage. Il y a ce collègue avec qui je m'entends très bien, on réfléchit à ce projet. Voilà. Et j'aime bien dire que c'est aussi un peu les premiers clients ou les premiers investisseurs. Sans dire on fait le choix à notre place, je ne veux pas minimiser les risques qu'on a pris, mais à un moment, tu as des validations externes, des clients, des investisseurs qui montent un peu à bord. Et en fait,
quand tu as un petit peu quand même ce goût-là de l'entrepreneuriat sans l'avoir formalisé tel quel, tu te poses pas de questions et tu continues. J'ai l'impression que c'est très générationnel, cette situation-là, ou en tout cas, c'est un vrai sujet. Tu sais, ces étudiants d'école d'ingé, d'école de commerce, qui en dernière année vont très souvent faire des stages dans les grands groupes, se former à l'idée de qu'est-ce qu'un travail dans un grand groupe, s'apercevoir qu'ils ne sont pas faits pour, et ont la possibilité soit de créer leur entreprise, leur start-up, ou alors d'aller travailler directement en fait dans des plus petites équipes. Voilà. En tout cas, ça c'est un schéma qu'on voit effectivement beaucoup, où ce modèle d'aller rejoindre un grand groupe, quel que soit le niveau de prestige ou de difficulté des études, c'est plus du tout le modèle unique. Ils subissent aussi un peu la concurrence des startups ou d'autres métiers ou de plus petites entreprises. Ça c'est tout à fait vrai. Moi j'avais une petite différence, qui est une école d'ingénieurs, l'agro, qui est pas aussi généraliste et aussi tournée vers l'entreprise. C'est encore une école qui est forte, entre guillemets, sur la science et pas forcément trop sur le business, même si ça évolue très bien en ce moment. Et donc, du coup, j'étais quand même un petit peu, pas vilain petit canard, mais presque. Aussi un transfuge quand même. Un petit peu plus, ouais. Alors, on a eu les hauts et des bas dans la relation, ça s'est bien fini aussi. J'ai pas 100% respecté les règles pour être très transparent avec toi. Mais finalement, quelques années après, où on s'est aligné, j'ai eu mon diplôme aussi, mais c'était un petit peu shaky, ou en tout cas un peu... il y a eu des hauts et des bas relationnels sur la fin. Mais ça s'est fait. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai eu ce lancement d'Early Metrics avec Sébastien à ce moment-là. Et comment est née l'idée d'Early Metrics ? C'est l'antichambre, en fait, d'Early Metrics, c'est un projet que Sébastien avait qui était plutôt dans une approche de mise en relation, où on mettait en relation ce qu'on avait identifié comme 3 parties prenantes importantes: l'argent, les investisseurs, les startups, les porteurs de projets, et ce qui s'appelait les compétences, donc ce qui pouvait être des talents techniques aussi. Et l'idée de cette première initiative qu'on avait lancée, qui s'appelait You Start Me, était d'aller un peu fédérer cet écosystème-là. LinkedIn n'était pas aussi fort, ça paraît bizarre de pitcher ce truc-là maintenant en 2023, à ce moment-là, LinkedIn n'était pas non plus aussi déployé que ce qui était le cas aujourd'hui, et notamment moins dans cet univers des startups et des investisseurs. Et donc en fait, ce premier projet, on se rend compte très vite que malgré tout, c'est pas la mise en relation entre ces différents acteurs qui pose problème, c'est plutôt l'asymétrie d'information et une analyse et des éléments quantitatifs et qualitatifs intéressants qui manquent. Et en fait, c'est là où on en arrive à cette idée de dire qu'on veut noter ces sociétés-là, parce que autant Seb que moi, on a un petit peu cette approche cartésienne qu'on a développée de personnalité, un petit peu de début de carrière et d'études, à tenter d'aller rationaliser les choses avec des cadres méthodologiques assez réplicables. C'est assez beau dans l'idée, une note, c'est comme si on encapsulait un jugement de valeur assez précis, avec beaucoup de critères, des forces, des faiblesses, et qu'on encapsule dans une note. Il y a quand même un peu une ambition méthodologique et derrière ça qui nous plaisait. Et donc, on est arrivé avec cette idée de dire on va de la poésie, noter les startups. Et très on en bien. est arrivé. Mais donc, ce qui manquait, c'était quoi ? C'était la donnée ou alors c'était l'interprétation des données ? Les deux. Très bonne remarque de ta part. On est dans des sociétés qui sont privées, qui sont toutes petites, entre guillemets, sous le radar. Elles ne sont pas cotées en bourse, elles ne publient pas leurs comptes aussi. Donc, comment on accède à la donnée sur ces sociétés-là, c'est déjà en soi un challenge aussi. Donc, ça veut dire pourquoi les dirigeants seraient d'accord pour nous donner... Parce qu'ils doivent être volontaires, en vérité. Complètement, ils doivent être d'accord. On n'est pas dans, je suis désolé des anglicismes, on en aura un petit peu quand on parlera des agences de notation, mais ce métier de shadow rating, la notation dans l'ombre, où en fait tu notes et l'objet noté n'est même pas au courant. Parce que en fait, on a regardé tes données financières et on va te noter sans que tu le saches. Nous, c'est pas du tout notre monde. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour chaque individu dans sa banque. On a tous en fait un score. Une notation crédit sur la base de tes flux aussi. Et c'est des choses qui, dans des pays moins démocratiques que le nôtre, sont même un peu poussées à l'extrême, où tu peux être noté sur des trucs de comportement, en fonction des amendes que tu as eues, des choses comme ça. Et donc nous, c'est pas ça. On accède à l'information où le dirigeant de la start-up qui est noté est partie prenante, il est d'accord. Et en fait, l'enjeu, c'est lui donner un intérêt d'être noté. Et cet intérêt, en fait, c'était les collaborations qu'il pouvait développer avec le donneur d'ordre, nos clients. Aussi. Donc, en ça, en fait, par rapport aux agences de notation traditionnelles, le schéma d'accès à la donnée, il est très différent. En fait, on a donné ça fait beaucoup de données, mais on a permis aux dirigeants d'avoir un intérêt
à nous transmettre des données même confidentielles pour aller développer ce process de notation. Donc ça, c'était un premier challenge, c'est comment on accède à ces données privées sur les sociétés. Et effectivement, ensuite, tu l'as très bien dit, c'est comment on les interprète, parce que c'est des sociétés sur lesquelles il y a des composantes humaines, technologiques, financières, des éléments de marché, de temps en temps des sujets réglementaires sur certains secteurs. C'est des boîtes qui sont intrinsèquement aussi très fragiles. Donc même se dire avec quelle méthodologie, à travers quel prisme on va regarder ces sociétés, qui ne pouvaient pas être juste le prisme traditionnel de rentable ou pas rentable. Ça ne marche pas en fait sur ces sociétés. Donc voilà, c'était un peu un double challenge. On y reviendra justement en fait, au principe de rentabilité, mais c'était quoi le besoin, pourquoi une entreprise, un fondateur, cofondateur en fait, de start-up, aurait besoin de sortir une note? Quels sont les types de collaborations en fait qu'il recherche? Donc en fait, lui, le dirigeant de la start-up, c'est pas notre client. Il est notre matière première, il nous donne accès à ces informations pour qu'on soit capable de le noter. Et en fait, pourquoi il fait ça? Il fait ça dans l'intérêt que cette note qu'on va lui donner, elle soit utile à des clients potentiels, essentiellement des grands groupes ou des sociétés de taille intermédiaire et des investisseurs potentiels. Donc en fait, en se faisant noter par Early Metrics, il se crédibilisait, ou en tout cas, il faisait un exercice de transparence et d'auto-évaluation qui allait derrière lui servir dans sa relation d'affaires avec L'Oréal ou dans ses discussions d'investissement avec tel fonds d'investissement aussi. Et c'est un petit peu en ça où on a réussi à avoir des clients qui étaient les grands groupes et les fonds d'investissement, mais jamais le dirigeant lui-même. Comme ça, on évite, tu sais, ce côté... une dérive un peu de clientélisme où quand tu notes ton client, tu as deux relations qui sont très difficiles à faire coexister. C'est que d'un côté, tu as une relation client-fournisseur avec plutôt beaucoup de désirabilité où tu veux plaire à ton client. Et dans l'autre côté, tu es dans une relation d'évaluation où là, c'est plutôt l'évaluateur. Et à côté, tu as l'objet évalué qui est dans une désirabilité qui veut plaire parce qu'on a tous envie d'être bien noté. Aussi. Et donc nous, on a, contrairement aux agences de notation traditionnelles, on a vraiment ce modèle économique et ce rapport un peu à qui est qui était beaucoup plus sain dans notre indépendance parce qu'on n'avait pas de risque à aller vouloir plaire à notre client. Notre client, c'est L'Oréal. Et c'était pas la start-up elle-même. Alors, je pense qu'on va y revenir aussi. Il y a tellement de sujets à aborder dedans. Mais là, ce que l'on comprend bien, c'est que les start-up, par nature, par définition, ce sont de jeunes entreprises et elles ont besoin de prouver à leurs clients ou aux grands comptes qu'elles sont solides, en fait, financièrement. C'est-à-dire que... Mais pas que financièrement, même humainement, technologiquement, qu'elles ont déjà une base client établie. Et effectivement, c'est toujours un peu de par le fait que c'est des sociétés, comme tu l'as dit, jeunes, on peut associer petites, il y a un certain nombre de spécificités qui fait que pour accéder de temps en temps à des collaborations dont elles ont besoin, recevoir des chèques, que ce soit des commandes ou de l'investissement pour se développer, effectivement, elles ont besoin de prouver déjà leur solidité, mais dans certains cas, c'est aussi un peu plus concurrentiel que ça, c'est qu'elles ont un très fort potentiel de développement ou qu'elles sont très, très innovantes. C'est pas uniquement un côté blanc ou noir, solide ou pas solide, c'est aussi, et c'est même beaucoup d'ailleurs, innovant, potentiel de croissance élevé, notamment quand on est dans un contexte de recherche d'investissement, c'est pas uniquement je suis bien ou je suis pas bien, c'est je suis meilleur. C'est plutôt un concours qu'un examen, si tu vois ce que je veux dire. On ne parle pas là d'un grand groupe qui aurait besoin en fait de prestataires sur le long terme et qui ont besoin de s'assurer que leurs prestats les accompagnent le plus longtemps et ne les lâcheront pas. Si, ce que tu mentionnes, c'est un des cas, c'est un cas qui était très significatif pour nous en termes de business, où en fait le client, c'est une de ces fameuses directions des achats que tu mentionnes, en fait, pendant qu'ils contractualisent avec une jeune start-up, ils ont besoin de savoir que elle va pas leur casser, elle leur péter entre les doigts dans les 6 ou les 24 ou les 48 mois qui suivent la collaboration. Donc ce que tu mentionnes, c'est typiquement un des exemples sur lesquels nos notations sont très utilisées. C'est justement pour aller sécuriser des relations client-fournisseur. Sauf que tu es dans une lecture simple, un peu prestataire-client. La plupart du temps, en fait, quand ils s'engagent, ces grands groupes avec ces sociétés-là, c'est pour faire des collaborations un peu plus complexes. C'est des partenariats. Toi, tu développes un morceau, moi, je développe un morceau, des joint ventures, ce genre de choses. Et donc, en fait, tu as non seulement l'objet start-up qui est un peu faible, mais en plus, la collaboration que tu projettes avec elle, elle est compliquée.
Et donc, à ce titre-là, le besoin d'avoir un peu un tiers de confiance externe qui analyse les forces et les faiblesses de la société, il est non seulement lié à l'objet partenaire, mais aussi à la nature de ce que tu comptes faire avec lui. On établit vraiment des partenariats et des collaborations étroites. Oui, c'est leur but dans la plupart du temps. Après, si ça doit être une simple relation client-fournisseur, ça arrive et pourquoi pas. Mais la plupart du temps, quand ils se tournent vers ces sociétés-là, qui sont innovantes, assez agiles, ils viennent les chercher plutôt pour aller faire des partenariats un peu spécifiques et ils espèrent assez engageants, qu'ils n'arrivent pas à faire avec leur propre direction de recherche interne, par exemple. Donc, il y a quand même un petit côté, la plupart du temps, c'est des relations à fort potentiel, mais quand même relativement complexes. On faisait comment avant ? Il n'y avait pas. C'est pas qu'il n'y avait pas au sens nous, c'est que Early Metrics, ce besoin de notation, il est tout simplement concomitant avec l'émergence de cette volonté de ces grands groupes. Aussi, voilà. C'est un peu ce terme que tu as peut-être entendu d'innovation ouverte ou en anglais Open Innovation. Et on est là entre 2010 et 2014, qui sont aussi un peu les débuts d'Early Metrics. Donc je dirais qu'avant, le 20e, c'était beaucoup les acteurs économiques collaborent entre acteurs de la même taille. J'exagère, mais L'Oréal, tes fournisseurs sont plutôt très gros, et puis en dessous, tes fournisseurs entre PME. Et là, en fait, le 21e, pour tout un tas de raisons aussi d'accès au savoir, de prime à l'agilité, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, tu commences à avoir de plus en plus des croisements de taille, où les petits ont envie de travailler avec les gros et les gros ont envie de travailler avec les petits, pour des raisons à chaque fois assez complémentaires. Donc nous, on est juste une conséquence de ces collaborations un petit peu croisées qui peuvent être quand même un peu contre nature sur des éléments de taille, parce qu'on le sait, un très gros, c'est pas forcément facile pour lui de travailler avec un tout petit. Mais oui. Donc avant, on travaillait surtout, les industriels travaillaient entre eux. Voilà. Donc les petites entreprises travaillaient également entre elles. Entre elles, voilà. C'est caricatural, mais dans l'idée, il y avait moins ce géant qui travaille avec à une microscopique société quasiment encore sur les bancs de l'école d'une université. Ouais, je vois très bien. Et il me semble en fait que, ça me pousse comme ça, une étude de l'INSEE avait révélé justement ces croisements. Les grands groupes, notamment du CAC 40, ont plutôt tendance à travailler avec des ETI. Et les ETI ont plutôt tendance en fait à travailler avec des PME. Et les PME ont plutôt tendance à travailler avec des petites entreprises. Donc les croisements en fait sont plutôt par demi-échelle. Par demi-échelle. En fait, dans l'idée, c'est que tu vas aussi chercher une forme d'agilité chez ton partenaire que toi tu n'as pas. C'est pas du tout la seule raison, mais c'est une des raisons aussi. C'est justement avec la petite taille, la plupart du temps, c'est pas tout le temps vrai, mais vient une forme d'agilité que tu peux perdre quand l'organisation est plus grosse en nombre de personnes ou en nombre de pays aussi. Et donc en fait, il y a beaucoup effectivement cette idée de dire que sur certains sujets, il y a une forte vertu à aller travailler avec plus petit que toi, parce que le plus petit aura cette agilité que toi, tu as un petit peu perdu avec des effets d'inertie organisationnelle. De prise de décision. Voilà, avec des stratégies, mais qui permettent plein d'autres choses. C'est des super machines, et notamment en France, on a beaucoup de très belles entreprises dont on peut être fier, qui sont immenses. Mais c'est vrai que sur des sujets en particulier, quand il s'agit d'innover, de lancer des nouvelles choses, il y a beaucoup cette idée de dire on va aller travailler avec des plus petits que nous, parce qu'il y a une vertu dans l'agilité, il y a aussi un rapport au risque qui peut être un petit peu différent. Et puis il y a aussi en fait l'aspect contributif, c'est-à-dire celui de soutenir un écosystème nouveau, d'innovation. Ça, c'est chacun, là tu rentres un peu dans des considérations de responsabilité plus sociétale que ont ces organisations. Alors de manière très honnête avec toi, ça, c'est des degrés variables en fonction des sociétés. Mais oui, il y en a beaucoup qui se donnent ce rôle-là, avec des mécanismes différents. Ça peut être la revitalisation, quand c'est des gens qui ont des ADN industriels qui peuvent être liés à un territoire, et alors eux, ils vont par exemple soutenir des incubateurs dans une région en particulier. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui en fait veulent soutenir l'innovation sur une thématique, pas un territoire, mais parce qu'ils ont un intérêt économique ou intellectuel à aller faire en sorte que cette technologie, elle émerge vite, et donc ils vont irriguer cet écosystème-là en soutenant des accélérateurs, en organisant des concours, en distribuant des prix aussi. T'as raison que de temps en temps, ils sont engagés dans des collaborations avec les startups qui ne sont pas uniquement collaboratives, entre guillemets, mais plutôt de l'ordre un peu du soutien. Après, on a en France un acteur qui est un peu spécifique sur ça, qui est BPI France, qui a vraiment une mission de service public aussi. Et donc, c'est vrai que c'est beaucoup BPI France, alors que dans d'autres pays qui ont des
culture un peu plus libérale et moins cette action de l'État, notamment dans le financement. C'est vrai que là, c'est peut être plus les grandes entreprises qui s'en occupent de ce rôle-là. Alors moi, il y a un autre domaine en fait qui me saute un petit peu aux yeux quand je pense à Early Metrics, parce que en fait, le cœur du problème que vous essayez de résoudre, d'ailleurs que vous avez résolu, en partie, en fait, c'est celui de la prise de décision. Complètement. Donc, j'y vois deux choses. La première, c'est de réduire le risque, même si il y en a toujours un. On ne fait que surtout diminuer. Avec des startups. Ouais. Surtout avec les startups. On fait que diminuer, et encore, même au-delà de ça, Fouad, on le diminue pas, on le rend visible. Et en fait, moi, ce que j'ai vu autour de ces 10 années-là, c'est que connus. Et en fait, leur problème dans beaucoup de ces boîtes, c'est pas qu'ils ont un problème à prendre des risques. Ils en ont pris dans leur histoire, ils savent en prendre aussi. C'est que c'est compliqué quand ils ne le voient pas. Ou quand parce qu'en fait, quand un risque que tu ne vois pas, tu peux pas prévoir des parades. Je vais te donner un petit exemple sur ça. Ils s'engagent avec une start-up. La notation révèle que les dirigeants n'ont pas d'expertise juridique sur le RGPD, par exemple. Voilà. C'est un risque. Ils veulent faire une collaboration sur des données clients. Donc, effectivement, le sujet du RGPD est un petit peu central. Là, en fait, ce risque-là, si tu l'as vu au moment de ta prise de décision, j'exagère, pas de problème. Tu convoques ton propre directeur juridique qui, lui, est expert du sujet. Tu le fais travailler 6 heures avec la start-up. Et donc, en fait, c'est beaucoup le fait d'aller, certes, mesurer le risque, mettre un curseur, mais surtout le qualifier. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est souvent des collaborations un peu complexes, à 4 mains. Et donc, ils ont les moyens d'aller réduire ce risque pour peu qu'ils l'aient identifié un petit peu en amont. Voilà. Ouais. Mais donc, tu as tout à fait raison, c'est intrinsèquement un outil d'aide à la décision. La notation, c'est pas comme la notation dont on a l'habitude, nous, en France, en plus, qui est très ancrée dans le système scolaire, qui est uniquement dans l'évaluation, au sens un peu bien, pas bien. Nous, ça, c'est le tout début de l'histoire, c'est ce côté très facial, bonne note ou mauvaise note. Ouais, mais psychologiquement, en fait, ça a un impact. Ah oui, là où on en reparlera si ça t'intéresse sur ce sujet-là, c'est vrai que c'est un métier qui est chargé de responsabilité, un peu de temps en temps d'enjeux de cynisme. C'est un métier qui est assez particulier quand tu notes aussi, mais c'est vrai que le côté bien, pas bien, nous, c'est le tout début de l'histoire. La question, c'est est-ce que notre client, ça l'a aidé à décider, et surtout, ça a modulé sa décision. Il a décidé différemment grâce à la note, et pas que le chiffre, mais qu'est-ce qu'on en a dit précisément. Et dans ce cas-là, en fait, non seulement nous, ce qu'on aimait, et notre rôle un peu sociétal, c'est ce qu'on aime se dire, c'est que ces notes, elles les aident à dire oui. Alors que sans la note, en fait, le risque, il aurait été pas bien perçu et ils auraient plutôt eu tendance à dire non. Et nous, ce qu'on aimait se dire, c'est que non seulement ça les aidait à dire oui, mais surtout, ça les aidait à aller mettre des parades à ces risques-là et faire en sorte que, in fine, 6, 9 mois plus tard, la collaboration avec la start-up, elle s'est bien passée parce qu'ils ont pu mettre des risques, mais aussi bien identifier les forces. Hein. C'est pas qu'une question de risque. Je vais te sortir 2 questions, tu vas essayer de les retenir. Oui. Il y en a même une 3e, mais que je vais essayer de garder pour plus tard. D'accord. Donc, ce que j'évoquais, c'était aussi en fait dans les fusions-acquisitions. Oui. J'imagine en fait que c'est un volet pas majoritaire, mais tout à fait. Ah ouais, pas majoritaire. Parce qu'il y a aussi, en fait, j'imagine, des questions de délai ou de temps quand on fait des due diligence. En réalité, c'est ce que vous faites avec la notation. Tout à fait. Parce que vous faites en fait un travail d'audit. Donc ça, la première question, c'est celle des FUSAC, de l'achat, simplement, de l'achat. Tu vas nous en parler. Et puis le second, c'est le concurrent en fait d'Early Metrics. On pourrait se dire, commissaire aux comptes, en fait, en réalité, ça sert pas à ça. On va en reparler. Ouais. Alors, première question sur les fusions-acquisitions. Paradoxalement, c'est une typologie de collaboration qui, dans le monde grand groupe start-up, est assez minoritaire. Avant, c'était un peu le schéma. Quand je dis avant, c'est entre 90 et peut-être 2005. C'était un peu le schéma. J'identifie une start-up, je la rachète. Mais tu vois bien qu'en disant ça, on est exactement dans l'antithèse de certains des éléments dont on a parlé tout à l'heure sur « je te laisse à l'extérieur parce que tu es plus petit que moi, tu es agile, j'externalise un peu mon risque ». En fait, paradoxalement, racheter, ça s'appelle internaliser. C'est que cette société, maintenant, ça va devenir toi. Et donc, tu vas probablement lui transférer ton inertie, tes forces et tes faiblesses aussi. Et donc, en fait, la fusion-acquisition, les grands groupes qui rachètent les startups, surtout sur les très jeunes sociétés sur lesquelles nous, Early Metrics, on est positionnés, c'est pas du tout systématique. Ils ont au contraire maintenant tendance à préférer commencer à travailler avec elles sans lien capitalistique,
sans détenir des parts de la société. Et même s'ils viennent à détenir des parts, c'est beaucoup l'émergence de ce qu'on appelle le CVC, le Corporate Venture Capitalist, et donc en français, capital risque d'entreprise d'une certaine façon. Et dans ce cas-là, c'est minoritaire. C'est-à-dire, certes, il y a une petite détention, mais 5%, 10%, 20%. On est un petit peu sorti de cette voie-là. Et le côté fusion-acquisition, c'est assez manichéen, où c'est une très mauvaise nouvelle. C'est-à-dire, en fait, la start-up va mal, elle va mourir, ça se passe pas bien du tout. Ouais. Et donc, le gros la rachète, mais plus pour assurer presque la continuité. Ouais. Oh mince, mon partenaire start-up est en train de mourir, je vais le racheter, pour moi, entre guillemets, pas cher du tout, et au moins, je vais pouvoir continuer à profiter de ce que j'ai développé avec la boîte pendant 4-5 ans. Ça, c'est plutôt le rachat un peu à la casse, comme un mouvement défensif. Mais c'est ce qui arrive beaucoup plus que ce qu'on pense. Et ensuite, tu as le cas un petit peu plus qui fait rêver, qui rend l'entrepreneur multimillionnaire, voire milliardaire aussi. C'est quand là, c'est un rachat par le haut, où en fait, là, le grand rachète le petit, parce que le petit, peut-être qu'il est devenu moyen, il peut être un petit peu menaçant sur certains sujets, ou vraiment, il est au service d'un grand mouvement stratégique du gros. Mais paradoxalement, voilà, c'est pas du tout en flux de millions ou de centaines de millions d'euros, c'est pas le flux du rachat majoritaire qui est prédominant par rapport à des relations d'affaires sans sous-jacent capitalistique. Ouais. Mais oui, c'est peut-être, pour te répondre de manière chiffrée, c'était peut-être entre 10 et 15% des notes qu'on réalisait, mais alors pas du tout 50%. Ouais. Notamment parce qu'on était vraiment, nous, sur les jeunes sociétés. Trop tôt, en fait, et trop petites pour être intéressantes en rachat. Ouais, voilà. D'accord. Et ta seconde question. Ouais. Alors, tu utilises des termes audit et commissaire aux comptes. Early Metrics, en fait, dans la chaîne de valeur de la décision, on a tendance, Fouad, à être un petit peu plus tôt. En fait, le métier de commissariat aux comptes, et je parle sans moi-même avoir ce diplôme-là, mais malgré tout, c'est des gens qu'on côtoie, il arrive un petit peu après nous, puisque les auditeurs, les commissaires aux comptes, ces professions, en fait, réglementées, elles viennent quand l'acteur a pris la décision de faire. C'est-à-dire, par exemple, continuons sur notre exemple du rachat, le gros veut racheter le petit, il a décidé, je te rachète. Et en fait, c'est à ce moment-là où le commissaire aux comptes et l'auditeur, ils rentrent en musique avec un métier qui est basé sur une question, les comptes sont-ils fidèles à la réalité ? C'est ça leur métier. C'est d'aller certifier, puisqu'ils ont une responsabilité qui est la leur, que les comptes que la start-up ou la société a envoyés à son acquéreur potentiel sont fidèles à la réalité. Ça, c'est le métier du commissariat aux comptes. Early Metrics, on arrive avant ça. Nous, notre métier, c'est d'aller servir sa décision. Si je te la fais un peu caricaturalement, nous, on est dans « je veux y aller ou pas », alors que le commissaire aux comptes, il a déjà décidé le client qui veut y aller, et c'est « y a-t-il des cadavres sous le tapis ? Est-ce qu'on m'a donné une photographie qui est réelle ou pas de la société ?» Voilà, donc il y a une petite complémentarité du moment d'intervention qu'on a avec ces gens-là. Nous, nos concurrents, pour poursuivre, puisque c'était le début de ta question, ils étaient ou dans les expertises internalisées, c'est-à-dire des grands groupes qui voyaient moins la valeur de l'externe, qui préféraient en fait s'approprier cette phase d'analyse, même si du coup ils perdaient un petit peu en indépendance, pas forcément en expertise, il y en a qui sont très experts aussi, mais voilà, donc ça c'était un premier cas. Et d'autres, ça pouvait être des confrères qui avaient chacun à leur façon une manière de répondre à cette analyse. Ça peut être certains qui analysaient sans forcément noter, il y en a d'autres qui étaient dans une approche de conseil sur mesure, d'autres qui avaient des angles analytiques qui étaient très particuliers. Et paradoxalement, les grandes agences de notation qu'on connaît, Moody's, Standard & Poor's, elles ne sont pas sur le segment des startups et des PME technologiques qu'on adresse nous, parce que c'est des approches, eux, ils sont ancrés dans des méthodes de notation traditionnelles, de rapport au cash flow, donc à la trésorerie, à la rentabilité, alors que nous, cette lecture très, très financière en fait, de la notation, c'est peut-être 20% ou 30% de notre périmètre analytique, avec 70% qui est porté sur des choses comme les dirigeants, la technologie, exactement. C'est très bien en fait que tu commences à aborder cette question en fait des agences de notation, parce que quand on en parle, évidemment, en fait, l'inconscient
collectif, évoque directement en fait les Moody's, les Fitch, les Standard. C'est un tel monopole monopole, quasi-monopole de 3 ou 4 acteurs. De 3 ou 4. Ouais. Bon, c'est quoi ? C'est à peu près 80-90% en fait du chiffre d'affaires. Sur ces 4 acteurs, bien sûr. Sur ces 4 acteurs, ouais, tout à fait. C'est absolument énorme et ça fait l'actualité. Et c'est relativement vieux, en fait, les agences de notation. Ça existe depuis au moins l'après-guerre. Peut-être même avant, il me semble. Ouais. Bon, elles ont perdu en crédibilité, alors même que leur existence ou leur raison d'être, c'est justement en fait de faire gagner en crédibilité et de faire gagner en confiance les acteurs économiques, qu'ils soient étatiques ou alors privés. C'est quoi ton analyse de ce secteur ? Donc déjà, effectivement, il y a un premier point qui est l'oligopole. Donc quand tu as 3 acteurs qui couvrent X% en fait, de la valeur d'un marché, ça amène un peu des dérives aussi et des questionnements. Ensuite, je pense qu'il y a 2 sujets en particulier. Pour moi, il y en a un, on l'a touché tout à l'heure ensemble, c'est le modèle économique. À partir du moment où l'objet noté est ton propre client, donc il paye pour sa notation, pour moi, il y a un conflit d'intérêts, une quadrature du cercle sur le fait que tu réussisses à faire ton métier d'évaluation de façon indépendante. On peut m'expliquer de toutes les façons du monde que j'ai créé une muraille de Chine entre mes commerciaux et mes analystes, entre mon comité d'éthique et mon directeur commercial. Pour moi, on a tous le même logo, on est payé depuis le même compte de résultats. Se crée un conflit insoluble, à mon humble avis, dans l'indépendance. Je ne vois pas comment on réussit à être indépendant quand on est payé par la société qu'on va devoir évaluer. Ou en tout cas, voilà, il y a des coups de canif dans le contrat. Donc ça, c'est comme si je payais en fait le prof qui m'évalue pour avoir mon partiel. Quoi. Voilà, exactement. Et même le vice, ou en tout cas la complexité, est poussée même encore plus loin, avec aussi un volant d'affaires non négligeable pour ces sociétés qui s'appelle le rating advisory, le conseil en notation. Ça veut dire que je vais te conseiller sur comment tu as une bonne note, comment avoir une bonne note. C'est certes louable, mais pareil, si je tire encore un petit peu le trait, quand vient le moment de la notation, 2 ans ou 3 ans plus tard, après qu'une prestation de rating advisory ait été achetée, c'est compliqué. Mettons que la note soit pas bonne, mais du coup, tu m'as mal conseillé. Tu étais censé m'accompagner pour que j'ai une bonne note, et puis maintenant, 2-3 ans plus tard, j'ai pas une bonne note. Certes, on pourra dire, oui, mais bon, votre business s'est mal comporté, vous avez pas une bonne... Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas... je suis un tout petit peu manichéen dans mon propos, mais malgré tout, on voit bien que ça crée de la complexité sur l'indépendance, sur l'absence de conflit d'intérêts ou de positionnement de jugé parti. Alors, pour les auditeurs, parce que je ne sais pas si d'ailleurs, en fait, toutes et tous connaissent les agences de notation financière, mais en gros, et tu as probablement l'expliqué mieux que moi, mais c'est ce qui évalue la dette. Exactement. Ou les capacités en fait de financement d'un acteur, le remboursement. Donc effectivement, tu as raison de faire cette petite parenthèse, parce que nous, on est dans notre jargon assez technique. Donc une agence de notation, déjà, tu l'as très bien dit, Fouad, dans l'acception commune, dans la définition commune, ça porte sur le crédit. Donc Fouad, tu empruntes de l'argent à la banque pour acheter ton appartement. Une agence de notation, en fait, ce qu'elle va noter avec son fameux triple A ou triple B sur Fouad, c'est la probabilité que tu fasses défaut. Que tu ne rembourses plus ton prêt immobilier. Ça, c'est la notation dans le domaine de Fouad crédit immobilier. Il y a la même chose pour les entreprises ou pour les États qui, comme les auditeurs le savent, ils empruntent de l'argent. Donc, quand tu as un triple A, une très très bonne note, c'est que l'agence de notation considère que ta probabilité de défaut, de ne pas rembourser ton prêt à la banque, elle est extrêmement faible. À l'inverse, quand tu as plutôt des notes dans le B ou dans le C, c'est qu'on considère que la probabilité que pour une raison X ou Y qui est très intrinsèque à toi, Fouad, ou bien liée à ton environnement, fasse que tu puisses plus payer tes remboursements, là, tu vas avoir une probabilité élevée de défaut, ce qu'on appelle la probabilité de défaut, et donc tu vas avoir une moins bonne note. Voilà, ça, c'est le monde des agences de notation. Et donc, elles ont cette petite spécificité dont on a parlé sur leur modèle économique. Et puis, il peut y avoir aussi des questions, et il y a eu un peu des controverses autour de leur propre actionnariat, qu'en fait, elles étaient détenues dans certains cas par ou des États ou des entreprises qu'elles notaient. Donc avec une complexité encore... Alors des États, ce qui ne devrait pas arriver normalement. En théorie, c'est pas censé le cas, ou en tout cas, ça pose toujours la question, c'est des schémas qui sont compliqués, j'ai même pas moi non plus accès à tous les schémas de détention, mais donc c'est des entreprises qui
ont de la complexité à agir en toute indépendance, autant de par leur modèle économique que de par de temps en temps ou leur modèle de détention, ça c'est un cas un peu extrême, ou bien même de réglementation. Je te donne un exemple, le gendarme des agences de notation, par exemple aux États-Unis, il y a un gendarme des agences de notation, et pourtant les agences de notation, elles notent aussi leurs propres, les États-Unis aussi. Donc voilà, tu vois que se crée là une forme de complexité à les traiter en toute indépendance quand ton régulateur travaille pour un État que toi-même tu notes. Alors, sauf que si on prend, ça a déjà fait l'actualité, les agences de notation, en fait, qui sont en mesure ou capables, qui menacent ou qui brandissent la menace d'abaisser la note, notamment en fait de la France ou de l'Angleterre ou de l'Italie. Mais aucun de ces pays donc qui paient les agences de notation, en fait, aucun de ces pays ne va dire attends, si tu baisses ma note, je ne te paie plus. Non, parce que le pouvoir aujourd'hui est tel, et notamment ces 3 grosses agences de notation. Donc là, on en revient peut-être à une petite dérive qui est liée à la structuration du marché. C'est que le poids est tel, et notamment ce qu'on n'a pas expliqué aux auditeurs, c'est qu'en fonction de ta note, Fouad, ton prêt va te coûter plus ou moins cher. Si tu es très mal noté, on va plutôt te prêter de l'argent avec un fort taux d'intérêt, alors que si tu es très bien noté, on va te prêter de l'argent avec un faible taux d'intérêt. Donc tu vois l'importance pour un État qui emprunte énormément d'argent aussi. Et donc là, voilà, tu te retrouves un petit peu dans une situation, mais non, le pays aujourd'hui qui dit « Désolé, mais j'aime pas trop ton indépendance, je te paye pas et du coup, je suis pas noté », c'est les cas. Sachant qu'en plus, les pays, dans les faits, ils ont même pas tellement le choix. Qu'ils payent ou qu'ils payent pas, l'agence de notation va les noter. Oui, va les noter. Alors. Sauf que, est-ce que tu saurais expliquer pourquoi ou comment, quel est le mécanisme qui explique que, par exemple, on a eu des dégradations en fait, sur les nets de la dette française, mais avec des taux d'intérêt qui ont baissé tout de même. Donc, en fait, là, les taux d'intérêt, ils ont baissé sur la base d'éléments macroéconomiques qui dépassaient les forces et les faiblesses de la France. Donc, en fait, c'est juste qu'il y a des effets mixtes qui sont assez différents avec la politique monétaire de l'Europe aussi qui peuvent faire bouger ou augmenter les taux d'intérêt presque un petit peu indépendamment de ce qu'est la note de la France aussi. Donc, tu peux avoir, même prenons des cas encore plus extrêmes, sur des pays encore moins bien notés que la France, par exemple de l'Europe du Sud, qui ont des notes très dégradées, mais malgré tout, leur taux d'intérêt baisse. Parce que en fait, ils baissent à un niveau européen où ça dépasse. Donc, c'est juste en fait deux sujets qui sont pas exactement sur les mêmes échelles entre guillemets géographiques. Tu as du micro, même si c'est l'échelle d'un pays, et tu as du macro qui vont toucher à l'échelle d'une plaque ou même de l'économie mondiale. Non, c'est vraiment super intéressant. Mais l'autre problème de ces agences, et on en vient aussi parce que c'est une préoccupation commune avec des entreprises plus modestes mais tout aussi importantes que Limitrix, c'est celle donc de la confiance et de la crédibilité, parce qu'on se souvient aussi de Enron. Parmalat ou Enron, des choses comme ça. Lehman Brothers et Subprime. Et tu disais quelque chose d'extrêmement intéressant. En fait, quand on audite ou quand on note une entreprise, on essayait d'identifier les risques pour ensuite les contourner. Mais sur les subprimes qui étaient quand même notés AAA, bien sûr. Eh bien, à aucun moment, ils n'ont réussi en fait, à détecter d'abord le crash et les raisons en fait du crash. Là, j'appelle un peu les auditeurs à aller regarder un film qui est très bien sur ça, qui est The Big Short, justement, qui parle de ça. Et là, on revient vraiment, ce que tu soulignes, c'est l'exact exemple de ce que j'ai illustré, que j'ai pas illustré, mais que j'ai expliqué tout à l'heure sur c'est ton propre client. Donc, en fait, sur ces notes, pourquoi ces subprimes étaient très bien notés, c'est parce que les banques qui les émettaient et qui les géraient et les commercialisaient surtout étaient des très gros clients des agences de notation. Et vous verrez, il y a une scène qui est très bien dans ce film où en fait la responsable méthodo d'une grande agence de notation dit « mais tu sais comment ça se passe ?» Bien sûr que je savais. Donc quand tu dis « ils n'ont pas identifié », non, ils ont très bien identifié. C'est du coup presque un peu pire que ça, j'exagère, mais d'un point de vue éthique, j'aurais presque préféré qu'ils n'aient pas vu. Voilà. Et alors qu'en fait, non, on savait, l'industrie, elle connaissait en fait la piètre qualité de ces obligations-là. Et en fait, c'est juste qu'elles restaient bien notées de par un peu ce biais et ce conflit d'intérêts dont je te parlais. Parce qu'on maintient le système d'une certaine manière. Et surtout, même, on sert des objectifs commerciaux de notre propre entreprise. Donc voilà. Et ça, c'est cet exemple-là. Quand tu regardes Enron, Parmalat, là, on est plutôt dans des métiers de séparation des tâches. C'est plutôt des sujets de séparation des tâches où justement, en fait, ces très grandes sociétés de commissariat aux comptes ou d'audit, elles ont eu à un moment des injonctions contraires et difficiles à gérer entre différentes de leurs activités. Et notamment avec un point important qui est le métier de commissariat aux comptes
réglementé, dont on a parlé tout à l'heure, et un autre métier avocat, et un autre métier consultant. Et en fait, là, c'est d'autres scandales qui ont été plutôt liés sur le fait que, au sein avant de la même entreprise, tu pouvais avoir, donc prenons cet exemple un peu Arthur Andersen ou d'autres, où tu pouvais avoir en fait des collègues, il y en a un qui était commissaire aux comptes, l'autre était avocat, et le troisième avait conseillé la société. Et donc là, tu vois bien qu'à un moment, si tous ces services intellectuels sont dans la même entreprise, tout le monde se retrouve un petit peu jugé parti, à pas forcément dédire son propre collègue aussi, ou bien à être en capacité de couvrir. Je prends prenons un exemple où le consultant, pour optimiser la gestion de la trésorerie de la société, va conseiller quelque chose d'illégal. Pour une raison X ou Y, il décide de le faire, il conseille quelque chose d'illégal. Et en même temps, le commissaire aux comptes, c'est son propre collègue. Et peut-être que malheureusement, le commissaire aux comptes, il va aller suivre et il va lui-même protéger son collègue consultant. Ok, tu as recommandé un truc illégal, moi je suis en mesure, je vais certifier en fait ce truc-là. Donc là, c'était beaucoup ce qui s'est passé, c'est ce qui a amené à des explosions et surtout derrière à des règles d'aller séparer un petit peu. Voilà. Et c'est vraiment, on retrouve un peu, c'est une retranscription dans le monde de l'entreprise de ce qu'on a dans nos grandes institutions à nous, avec le juridique, l'exécutif et le législatif qui sont censés être séparés. Tu vois, c'est exactement ce même type d'enjeu qui se retrouve dans l'organisation. Donc la question, c'est est-ce que finalement ces agences de notation sont utiles, voire est-ce qu'elles jouent leur rôle ? Je vais l'illustrer en fait cette question tout simplement en fait par les principes de spéculation, notamment en fait sur les monnaies. Bon, dans les années 90, on se souvient de l'attaque sur le Bast thaïlandais. Et pourtant, en fait, donc c'est quoi ces spéculations ? C'est ces prophéties, c'est de dire que un État, une entreprise n'est plus en mesure de rembourser sa dette. Ça se diffuse dans les marchés. Bon, alors les banques disent écoutez, remboursez-nous, ou alors on arrête de vous prêter parce que le risque est trop grand. On a entendu parler de ça à cette époque-là, et pourtant, on a des agences, des institutions en fait qui viennent rassurer ou qui viennent justement en fait en appui de ces capacités à rembourser leurs dettes. Et pourtant, les marchés parfois s'affolent, s'emballent, et donc on voit bien en fait la limite là de ces agences. En fait, je pense que d'un côté, moi, on en est convaincu, elles ont une utilité de par le fait qu'elles donnent une mesure, et le problème est plutôt que cette mesure subit des biais. Mais le fait qu'il y ait une mesure, donc oui, des agences de notation, c'est intimement nécessaire, et notamment ça permet d'aller qualifier le risque. Imagine-toi si chaque intervenant du marché devait avoir une lecture, aller sur chacune des lignes du compte de résultat d'une entreprise. Donc cette vision d'aller agréger et que l'analyse elle soit faite par un tiers expert et rendue un petit peu digeste pour que toi et moi aussi, ou nos banquiers avec nos économies puissent prendre des décisions qui correspondent à nos profils de risque, c'est important. Mais on en a déjà discuté, il y a des biais. Maintenant, le problème que tu illustres, il a deux natures. Il y a effectivement, on peut imaginer, on en a déjà beaucoup parlé, que les agences de notation ou mentent, ou fassent une erreur, ou ne font pas bien leur travail, même s'il est utile dans le fond. Et ensuite, tu mentionnes un autre point qui est plutôt à un moment là qui touche à des éléments plutôt personnels de biais cognitifs de la culture humaine des investisseurs, avec des effets de panique et des choses comme ça. Et là, pour le coup, et d'éducation financière, c'est plus trop, et c'est plus tellement la faute de l'agence de notation. J'exagère, mais quand je prends des exemples, donc il y a une turbulence dans une entreprise ou dans une banque, l'agence de notation même, elle fait très bien son travail, elle dégrade d'un cran ou de 2 crans. Le fait que tout le monde se jette pour aller, par exemple, retirer son argent, tu sais, ces mouvements, ces crises de liquidité, et du coup, de ce qui était une petite turbulence, un mouvement de panique va amplifier cette petite turbulence et envoyer la société au tapis. C'est des cas très extrêmes, mais ça, là, je suis désolé, j'ai pas de problème, c'est pas trop la faute de l'agence de notation. C'est juste en fait qu'il y a parfois des trous dans la raquette, mais que globalement, ça fait son travail. Oui, et que peut-être qu'une autre institution, mais qui n'est pas l'agence de notation, aurait un autre travail d'aller limiter. C'est ce qui se passe de temps en temps quand, si je reprends mon exemple, moyenne turbulence, l'agence de notation dégrade, là, mouvement de panique, tout le monde va ou retirer son action ou vendre à perte. Et donc, ce qui fait que cette petite turbulence peut se transformer dans une énorme turbulence. Et bien là, effectivement, dans certains pays comme les États-Unis, comme la France, il y a d'autres institutions qui vont intervenir et qui vont dire
arrêtez, nous on garantit, n'allez pas tous vous jeter, vous serez remboursés d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc on peut pas tous les pays en fait n'ont pas les capacités. Exactement, ou la capacité ou les institutions pour le faire. Voilà. Donc ne mettons pas du tout sur les agences de notation. C'est un rôle c'est un métier. Moi j'en ai créé une qui est utile et qui est très important. Par contre qui subit beaucoup de risques de mal faire notre travail. Effectivement, il y a beaucoup de risques dans les modèles économiques, dans la méthodo qui peuvent nous amener à mal faire notre travail. Et ensuite, effectivement, c'est pas non plus le seul intervenant dans un marché. Il y a plein d'autres choses qui vont jouer pour protéger, rendre efficace ou au contraire inefficace un marché. Mais oui, c'est un rôle qui est très important. Ouais, moi, je trouve ça vraiment passionnant parce que en réalité, on est assez éloigné de ces considérations, ou en tout cas de ces sujets, alors que c'est quand même ce qui fait fonctionner en fait notre monde, nos économies, nos sociétés. Dans l'économie capitalistique, et qui a un impact, finalement, les marchés, on le voit bien, ou en tout cas le fonctionnement de la bonne santé financière des États, ça a un impact sur notre économie réelle et sur le portefeuille aussi, en fait. Le tien et le mien. Ouais. Et ça, c'est un problème français de culture financière et d'éducation financière. Et tu le mentionnes très bien, on en est, nous, très loin. C'est beaucoup l'intérêt personnel, des berceaux de culture familiale aussi, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout intégré dans l'éducation et notamment dans les 18 à 20 premières années de nos concitoyens. Il n'y a pas d'éducation financière, et y compris même dans les écoles de commerce où en fait ils peuvent travailler sur des éléments d'économie, mais pas forcément de l'éducation financière au sens de ton patrimoine à toi, ton épargne aussi. Parce qu'on est entre guillemets, très accompagné par la personne publique, autant sur nos retraites que sur la santé, sur des choses comme ça. Ce qui a énormément de vertus sur plein de choses, mais qui, on voit bien, en fait, ne nous aide pas forcément à nous en occuper, puisque ça, c'est pas forcément nous qui avons la main, surtout. Au final, on est relativement assisté parce que l'État pilote notre avenir financier. Voilà. Pour nous, il pilote le modèle social, finance aussi le modèle social, et donc ça veut dire que le poids d'aller... l'exemple le plus marquant, c'est la retraite. Il n'est pas sur nos épaules à nous, si ce n'est un peu d'épargner, tout ça, mais c'est quand même beaucoup porté par le système de retraite public, alors que d'autres pays, et les États-Unis, mais il y a plein d'inconvénients à ça. Je ne suis pas du tout rentré au contraire. Moi, je suis plutôt... pour avoir eu une entreprise qui était en France, au Royaume-Uni, j'ai un peu en Israël, on a été exposé à des modèles sociaux. Je suis très fier du modèle qu'on a ici, mais il n'incentive pas, il n'encourage pas à ce qu'on mette une éducation financière très forte, ce qui est quand même un peu dommage. Il faudrait qu'on réussisse à le faire tout en bénéficiant de notre modèle, quoi. Oui, mais oui, parce qu'encore une fois, en ayant cette éducation financière, c'est-à-dire en fait, en comprenant mieux l'économie dans laquelle on vit. Alors, on s'intéresse donc au tissu économique, aux startups, aux grands groupes. Très clair. Ouais, j'aime bien ce que tu dis. C'est un morceau de culture générale. Tu vois, ne le voyons pas que comme l'éducation financière, ça sert à bien placer sa retraite. Il se trouve qu'en France, on a plein de décisions à faire, mais on le sait, il y a une partie qui n'est pas pilotée par nous. Et par contre, ce que tu dis, c'est vrai, c'est que pour moi, l'éducation financière, c'est ce qui t'amène et même à aller t'intéresser au monde dans lequel on est, au système capitalistique, aux entreprises aussi, parce que effectivement, malgré tout, ça a un impact, y compris si tu laisses tout ton argent sur le livret A, malgré tout, le taux du livret A, il bouge, et notamment beaucoup en ce moment, c'est quand même cool de comprendre pourquoi aussi, quoi. Et puis, moi, tu l'as compris, quand j'ai créé une boîte aussi jeune qui fait de la notation d'entreprise, je suis intimement convaincu que c'est l'objet économique qui crée de la valeur, l'entreprise, indépendamment du fait qu'elle a ses dérives ni quoi que ce soit. Et du coup, les actions, tu t'intéresses aux boîtes, à l'actualité des sociétés, qui recrutent beaucoup, quelle belle boîte. Et puis encore une fois, je te le dis, moi je suis très chauvin. On a des très belles sociétés en France qui sont même sur des enjeux de demain aussi. Donc ça aussi nous permet de nous y intéresser, ça nous pousse à s'y intéresser. Et puis Early Metrics, c'est justement en fait le bon prisme, en tout cas en fait le bon point de vue pour étudier ces entreprises-là, pour essayer en fait de les accompagner aussi dans leur développement. Voilà. C'est quoi? C'est combien d'entreprises que vous avez accompagnées là pendant 10 ans? On a noté un peu plus de 4000 sociétés avec vraiment le modèle de notation où on rencontre les dirigeants, et il y en a plus entre 8 et 12 000 qui sont passés dans des modèles aussi d'analyse simplifiée, un petit peu l'antichambre de la notation. Et là, plus récemment, on a aussi lancé une approche plus logicielle où en fait on est sur des scores, donc pas vraiment la notation, la grosse dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais plutôt des scores sur certains sujets. Et là, c'est des volumes d'entreprise beaucoup, beaucoup plus gros puisque c'est automatisé. Ouais. Et oui, parce que la question en fait que je me pose aussi, donc il y a Early Metrics, il y a Scalix, donc qui est justement ce fameux logiciel. Ce fameux logiciel.
Parce que donc l'actualité veut que au final tu es vendu. On a cédé l'activité en fait à RaisLab, que l'activité historique, qu'il existe et c'est ton cofondateur Seb qui a poursuivi cette activité et qui a créé donc une partie beaucoup plus logicielle. Est-ce que cette partie logicielle n'aurait pas pu exister presque en amont, il y a 10 ans, en fait, au moment où vous avez créé Early Metrics? C'est une très bonne remarque. Je pense qu'on aurait pu le lancer plus tôt, mais tu vois, comme nous, je suis très transparent avec les auditeurs, c'est quand même une petite société. Early Metrics, on était encore nous-mêmes une petite PME, on a été 50 aussi, donc c'est une petite société. Et c'était difficile à un moment d'aller mener plusieurs batailles un peu en parallèle. Donc, c'est encore des boîtes où tu peux pas faire tout en même temps. On aurait pu imaginer faire ce virage logiciel avant. C'est vrai que ça aurait pu nous aider sur la complexité d'aller gérer ces deux activités. Mais par contre, en fait, ScaleX, le logiciel que tu mentionnes, il répond aussi à un besoin des banques qui veulent de plus en plus prêter de l'argent aux startups et aux PME. Et en ça, il y a un élément de momentum de marché qui est très prégnant maintenant et qui ne l'était pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans, quand on a lancé Early Metrics, c'était beaucoup fonds d'investissement et grands groupes. Les banques, elles ne prêtaient pas aux startups, ce qui est compréhensible puisque c'est des sociétés souvent pas rentables, donc la fameuse capacité à rembourser, pas trop, quoi. Et en fait, de plus en plus, les startups ont gagné en maturité, les banquiers s'intéressent de plus à ces sociétés-là qui peuvent devenir pour eux des très très gros clients dans le futur, on l'a vu. Et donc, en fait, ScaleX, c'est aussi une réponse à un mouvement du marché qui est plus récent. Voilà. D'accord. Donc, pour te répondre, il y a 10 ans, non. Peut-être il y a 6 ans ou 4 ans, alors que ScaleX est lancé qu'il y a 2 ans. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup, désormais, le développement de fintech qui s'incorporent dans des logiciels comptables ou des banques. Tout à fait. Et qui vont, en fait, scorer pour donner une sorte de montant... je ne sais plus trop les noms en tête. Des simulateurs. Des simulateurs. Et puis ensuite, en fonction de la santé financière, le score, etc., va donner un montant de financement et ils auront ça extrêmement rapidement, sans que ce soit dilutif, sans que ce soit une levée de fonds. Exactement, Et ça, c'est un peu un mouvement qui est très important. Voilà, c'est justement le financement non dilutif. Donc peut-être une petite parenthèse pour les auditeurs, c'est une levée de fonds. Quand tu lèves de l'argent en capital, c'est que tu vas diluer un petit peu ta détention. Avant, tu avais 100% de ta société, voilà, tu l'as créée, tu en détiens 100%, tu fais appel à des investisseurs externes, ils vont détenir ensuite des actions, donc tu n'en auras peut-être plus que 90%. Ça, c'est le mécanisme du financement en capital. Et ensuite, on a la dette, qui est un mécanisme très différent, c'est que là, tu as 100% de ta société, tu vas emprunter de l'argent, mais que tu dois rembourser. Mais par contre, tu détiens toujours un peu 100%. Et c'est vrai que, historiquement, les startups qui n'étaient du coup pas très rentables, elles étaient plutôt dans des logiques de financement en capital. Elles devaient céder de la détention pour avoir de l'argent. Alors que de plus en plus, non seulement ces startups, certaines sont rentables, donc sont en capacité de rembourser, mais au-delà de ça, les banques ont aussi plus de sophistication de comment elles peuvent... Certes, tu n'es pas encore rentable aujourd'hui, mais j'ai confiance que tu le sauras juste demain ou après-demain. Et donc, je vais quand même te prêter de l'argent. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Et c'est ce que tu mentionnes. C'est assez intéressant pour le dirigeant parce que certes, il va devoir rembourser, mais il ne dilue pas sa détention dans la société. Ça reste le seul maître à bord. Mais il faut qu'il rembourse. Et moi, je trouve ça quand même terrible parce que, en tout cas, fascinant. Avant, on voyait dans les échos ou les journaux... un tel a fait une énorme levée de fonds, un autre en série A, série B, série Z. Et puis maintenant, en fait, on a les mêmes annonces, mais en dette. Voilà. Un tel a levé 60 millions d'euros en dette. Voilà, ça c'est super. Voilà. Je vois ton point avec le fascinant terrifiant. C'est que, certes, la dette, elle a un risque un peu plus élevé. Pourquoi ? Parce que l'investisseur, quand il a investi au capital, il détient maintenant, 30% de ta société. Si on meurt ensemble. Voilà, on a pris un risque, j'ai investi dans ta société, j'en détiens un petit morceau, cet argent, il ne va pas être rendu. Malheureusement, si la boîte, elle meurt, tout le monde a pris son risque. C'est vrai que la dette, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'à un moment, la banque, elle ne va pas être remboursée aussi. Et donc, il y a un côté effet en cascade. Donc, la banque a prêté, ou un fonds d'investissement a prêté à la start-up va au tapis, elle ne peut plus rembourser. Effectivement, du coup, la banque ou le fonds ne récupère pas son argent. Mais rappelez-vous que l'argent de la banque, c'est celui de Fouad, c'est celui d'Antoine, qui a été placé. Les crédits fonds et dépôts. Voilà. Donc, c'est un point qui est important aussi. Maintenant, c'est quand même intéressant parce que
le fait qu'il y ait maintenant de la dette, ça veut dire aussi que les dirigeants ne perdent pas le contrôle de leur société. La plupart du temps, ça veut dire qu'ils sont rentables, puisque la banque, elle te prête si elle est quand même confiante que tu vas rembourser. Donc, c'est quand même un peu dans le grand schéma du monde, d'une bonne nouvelle, que ces sociétés-là aient accès à la dette, parce que la dette, c'est le levier, c'est un outil de croissance. Aussi, elles vont construire une usine, embaucher plus de développeurs aussi. Donc, il faut le voir quand même comme un... Donc, ça veut dire que la start-up se normalise. Exactement. Elle se normalise comme une boulangerie. Elle a déjà une première boulangerie. Elle veut en ouvrir un deuxième dans un autre arrondissement. Elle va voir le banquier. Je voudrais 150 000 € pour les 6 premiers mois de ma nouvelle boulangerie. La dette, c'est aussi un petit peu le schéma. C'est un schéma de financement qui est quand même intrinsèquement sain. J'ai un beau projet de développement, j'emprunte et puis je rembourse. C'est plus propre, tu vois, d'un point de vue éthique. En tout cas, c'est beaucoup moins risqué que je suis obligé de te donner un morceau de ma boîte. C'est ça. Je suis pas rentable du tout. Voilà, et on va essayer ensemble d'aller monter. Donc, en tout cas, il faut pas opposer les deux mécanismes, mais c'est des étages de la fusée qui sont très complémentaires aussi. Et c'est plutôt bon signe. Après, c'est toute levée de fonds quand elle est... Quand le curseur est trop vers le haut, ou qu'on s'endette énormément, ou qu'on lève beaucoup, ça nous met en déséquilibre. Ça veut dire qu'on veut aller très très vite, peut-être même plus vite un peu que la musique. Et ça fait peser un risque sur la société, un peu au service de l'ambition de développement. Je trouve hyper intéressant ce que tu dis là, pour 2 raisons. La première, c'est que j'allais y venir. Et tu crées une très belle transition. Et c'est que le temps file et qu'on finira là-dessus. D'accord. Ça, tout l'enjeu, en fait, si tu as envie de partir tôt, c'est d'arriver à répondre de manière intelligible, intéressante et concise. Mais on a encore un petit peu de temps en vérité. Merci, Fouad. On a encore un petit peu de temps en vérité. Ce que tu dis là, c'est vraiment hyper intéressant parce que on voit finalement, encore une fois, un écosystème qui tend quand même plus vers le traditionnel. La question que je me pose, c'est est-ce que les modèles ont changé parce qu'ils se sont professionnalisés ? Est-ce parce qu'une bonne partie des startups ont atteint une taille suffisamment importante et intéressante pour les banques pour se normaliser? La question que je me pose également, c'est évidemment celle de la rentabilité. Parce qu'on a pu lire des propos de fondateurs de startups encore actuels, de licornes, qui disent la rentabilité, c'est pas le sujet. La rentabilité, c'est la croissance. Tu auras raison, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et la troisième chose, qui probablement en fait fera aussi un peu le lien avec les éléments de notation d'Earlymetrics, c'est celle des données financières quantitatives et qualitatives. C'est-à-dire, quand on a des considérations d'hypercroissance, on ne peut pas, à mon avis, avoir des considérations, on va mettre ça sous le chapeau de société à impact. On ne peut pas dire je suis une société qui veut privilégier l'hypercroissance, pas la rentabilité, et en même temps considérer un point de vue, en tout cas des critères, voire des stratégies ESG. Tu vois, tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois tout à fait. Je vais d'abord te répondre sur la première et ensuite on parlera. Je ne suis pas 100% d'accord avec toi sur le second point, même si effectivement je vois un peu sur quoi tu veux mettre le doigt. Si je reprends juste le rapport à la rentabilité, donc moi, je suis pas, vous avez compris, je suis quelqu'un d'assez terre à terre, je suis pas idéaliste ni quoi que ce soit. Ça veut dire que le système de mesure de la valeur, je parle entre maintenant et 2050, je sais pas ce que sera fait le monde d'après, mais aujourd'hui, les entreprises, la valeur, elle se mesure aussi à travers des éléments financiers. C'est l'état actuel du monde. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais en tout cas, c'est comme ça. Dans ce monde-là, la rentabilité, c'est pas une option. Ça veut dire ne pas être rentable. Je veux juste... Qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement ? Ça veut dire que tu détruis plus de valeur que ce que tu n'en crées. On est d'accord. C'est-à-dire que d'un côté, je crée de la valeur, ça s'appelle le chiffre d'affaires. Des gens me payent pour aller créer de la valeur, un pull, un service que vous voulez. Et d'un côté, je détruis de la valeur avec du travail de mes employés, je détruis de l'eau, de l'énergie pour aller produire ce service. Ne pas être rentable, ça veut dire que tu détruis plus que ce que tu ne crées. Mesuré en euros, certes, mais l'euro, c'est juste la retranscription de l'eau que tu as détruit et le travail que tu as détruit, le temps de tes employés. Donc, à partir de ça, c'est fini, c'est un fondamental, on a tout dit. Le point, par contre, qui est important, c'est le rapport au temps. C'est effectivement, est-ce que la rentabilité, c'est ma priorité ou est-ce que, pour des raisons qui peuvent s'entendre, je veux la décaler ?
Je veux décaler et j'ai d'abord besoin d'aller faire émerger ma technologie. Par exemple, ça c'est assez sain comme raison, c'est assez pur de dire, en fait, j'ai besoin de 3 ans. Je prends l'exemple d'un médicament. On comprend bien en fait que les 2 premières années du médicament, elle peut pas être rentable. La société de médicaments, elle ne fait que vérifier que son médicament, sur des tonnes et des tonnes de patients, il mène pas d'effets secondaires. Si je regarde le schéma d'une biotech, ça me paraît assez sain en fait qu'elle soit pas rentable pendant cette phase-là. Je le comprends. Elle doit faire ses essais cliniques. Elle est plutôt dans de la dépense et effectivement, ensuite elle va mettre sur le marché et elle va faire ça. Mais donc voilà, c'est qu'une question d'écart. Ça c'est un exemple. En fait. Voilà. Mais là où je te rejoins, avant la mise en marché en fait du médicament de cette biotech, il y a quand même de l'innovation, il y a des brevets, il y a tu crées. Donc là, on a pris un exemple qui était facile. Ouais. Voilà, c'est je suis pas rentable au service de, je fais avancer la science quasiment. Là où toi tu vas sur des territoires où j'ai plutôt tendance à être d'accord avec toi, c'est quand celui qui va dire tout pour la croissance, rien à foutre de la rentabilité, alors que pour le coup il a pas tellement cette justification de dire je suis en train de développer des brevets, un peu des nouvelles molécules. Et c'est là où effectivement il y a des travers. C'est les courses à l'armement, les levées de fonds continues, où en fait là tu fais que grandir et tu as un petit peu perdu ce fondamental de dire je dois quand même faire plus de valeur que ce que j'en détruis. Et là en fait on s'invente que la valeur elle est que dans la croissance et que on n'a plus besoin d'être contrôlé et qu'on s'en fout de tout ce qu'on détruit en travail, en énergie. Ce qu'on détruit aussi, c'est la valorisation en fait d'une boîte et aussi surtout qu'on la dilue. Et tu peux rentrer dans des schémas de pyramide de Ponzi finalement où en fait tu ne fais que en augmentant la valorisation, tu crées un château un peu de cartes sur la base des valos que d'autres actionnaires ont payé dans le passé. Donc voilà, en ça je te rejoins. Il faut juste effectivement avoir un deuxième niveau de lecture. Bien évidemment, ça n'existe pas de ne pas être rentable pour une entreprise. Voilà. Mais tu peux avoir quand même des schémas de développement dans lesquels, pendant un certain nombre d'années, qui peut même être malheureusement un petit peu long, il y a un intérêt ou une injonction que tu ne peux pas être rentable de par un cycle de développement, l'atteinte d'une masse critique aussi. C'est un peu moins pur que le côté biotech qu'on a donné, mais c'est vrai que tu peux comprendre qu'une marketplace qui a besoin de demandes et de ressources, il y a quand même un temps où, avant d'arriver à une masse critique sur tes demandes et sur tes ressources, ton offre et ta demande, tu vas avoir des années un petit peu noires avec une courbe en J. On peut pas faire de l'innovation sans une forme d'investissement quand même. Voilà. Mais bon, je suis d'accord avec toi, je donnais juste aux auditeurs un second niveau de lecture, c'est que il y a quand même des cas de figure où tu vas devoir passer par une phase de non-rentabilité pour des bonnes raisons, entre guillemets aussi, qui sont liées à la nature un peu de ces sociétés innovantes. Voilà, ça, c'était mon premier point. Le second point que tu avais qui était, n'est-ce pas, sur les critères de notation, absolument, c'est ça. Que tu mentionnais. Donc, en fait, l'idée des critères de notation, c'est se dire, effectivement, nous, le métier d'Earlymetrics, ça a été de réconcilier 2 notions qui, en français, ont tendance à avoir un amalgame. C'est la notion de qualitatif et la notion d'objectivité-subjectivité. Donc, on pense que tout ce qui est quantitatif est objectif. Pourtant, moi, je suis ingénieur, j'aime bien les maths, il n'y a pas de problème. Mais on se dit, c'est un chiffre, c'est donc quantitatif, c'est forcément objectif. Déjà, ça, c'est faux. Tu peux avoir des chiffres complètement subjectifs. Si tu dis que 10, c'est gros, non, par rapport à 1000, c'est petit, mais par rapport à 1, c'est gros. Donc, j'amène une subjectivité ou en tout cas un biais, alors que pourtant, j'ai fait une donnée qui était quantitative. Et à contrario, on pense que tout ce qui est qualitatif, qui n'est pas chiffrable ou chiffré, c'est subjectif. Alors que non, si je dis ton manteau il est rouge, c'est une composante qualitative, il est rouge, et pourtant ça paraît assez objectif pour le point. Et donc en fait, nous, on s'est confronté à un objet, les startups, où le quantitatif ne dit pas tout. Justement, ce que tu mets sur Excel, le business plan, il n'y a pas trop de performances passées. Donc on n'a pas grand-chose à se mettre sur la dent. Moi, j'adore le quantitatif. Mais quand tu analyses des startups, tu n'as pas beaucoup de choses à te mettre sous la dent en termes de quantitatif. Donc, il faut que tu ailles regarder des critères qualitatifs, notamment sur les dirigeants, le niveau d'innovation d'une technologie. Et là, nous, notre grand métier, ça a été d'aller objectiver des éléments qualitatifs.
aussi, et y compris même des choses un peu compliquées à faire sur des compétences, des traits de personnalité des dirigeants. Donc, tu vois, pas que des trucs juste qualitatifs, des choses à fort risque de subjectivité. Parce que nous, la subjectivité, quand on fait de l'évaluation, de la notation, c'est notre ennemi. Ouais. Nous, on ne peut pas être dans la subjectivité. Nous, on doit appliquer un modèle qui est réplicable, qui ne dépend pas de l'humeur de l'analyste ou de la gentillesse du dirigeant ou de la mauvaise humeur du dirigeant. Nous, on doit être dans des choses qui sont réplicables et surtout objectivables, parce que nos clients, ils s'en foutent de savoir si Pierre, Paul ou Jacques, l'analyste, il était de bonne humeur ou il adore cette techno parce qu'il l'utilise en perso. Absolument. Nous, ce qu'il veut, c'est des critères qualitatifs, objectivables, avec un barème, ce genre de choses. Oui, très bien. Mais il y a aussi, en fait, les sujets donc plus ESG. Oui. J'en parlais sur justement en fait cette opposition entre et à laquelle tu as très bien répondu, ce qui est de l'ordre en fait de l'hypercroissance, de la croissance, de la rentabilité, mais aussi en fait du bien-être. Hein, je me souviens de ton point. Ouais. Pour finir un peu sur ce sujet-là, je trouve que tu mets un petit peu une opposition en disant si tu es dans une société à impact positif, tu ne peux pas forcément être dans l'hypercroissance. Moi, ma lecture que j'ai, c'est plutôt que l'hypercroissance, elle va probablement te poser de la complexité sur ton exigence ESG. La lecture que j'ai du sujet, c'est l'impact, c'est qu'est-ce que tu fais et ce que tu fais a un impact positif. Alors que l'ESG, c'est comment tu réalises ton objet social. Donc, je vais être très caricatural, je suis désolé. Une société qui fait des missiles ou des jeux d'argent, ça, c'est le qu'est-ce qu'elle fait. Maintenant, le comment, ça va choquer peut-être certaines oreilles, mais je peux être une société qui est dans le jeu d'argent ou malheureusement dans l'armement et avoir une politique ESG très intense au centre du point. Certains ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais nous, on sépare les choses, on fait de l'évolution. Alors que l'impact, c'est vraiment qu'est-ce que tu fais, toi, ton objet social. C'est vrai que si tu es dans les jeux d'argent, ou la pornographie, des choses. Tu peux, effectivement, là, ton impact, tu es plutôt dans un impact négatif. Et donc, nous, on a séparé les choses. Et là où moi, je te rejoins, mais pas complètement, c'est l'hypercroissance. C'est vrai que tu as une telle tension sur la croissance de la société, un tel enjeu à faire les choses très vite, à lever beaucoup d'argent aussi. C'est vrai que l'hypercroissance et les critères ESG, c'est pas forcément facile de concilier les deux. Je te rejoins moins sur l'impact parce que peut-être même, je prends un contre-pied par rapport à ce que tu dis, une société à impact très positif, très marqué. J'ai presque envie, moi, qu'elle soit en hypercroissance parce que ça voudrait dire qu'elle ira très vite aussi. Donc voilà, moi, ma lecture un peu du sujet, c'est l'hypercroissance. C'est pas forcément compatible avec une excellence ESG parce que tellement ton énergie est portée vers la croissance, tu vas forcément avoir un peu moins de capacité à aller exceller sur l'ESG par rapport à une société qui est plutôt stable aussi et qui peut vraiment se concentrer sur la manière qu'elle a de réaliser les choses. Alors que sur l'impact, je suis moins d'accord avec toi. Je pense que ça peut le faire et j'ai même envie que ça le fasse. J'ai envie que les boîtes à impact, elles soient en hypercroissance. Moi. Et pour finir, en fait, quel est le profil idéal, enfin, est-ce que tu peux un peu me décrire à quoi peut ressembler cette société qui ressortirait en fait avec une super note dans les métriques ESG, mais mais pas que, aussi global, sur la note extra-financière. Pour te balayer ça. Quelles sont les bonnes pratiques, sur quoi en fait on va poser on va faire un peu le portrait robot de la boîte parfaite 100 sur 100 qui n'existe pas. Du coup, je fais pas un scoop un peu sur ça. Alors, on va commencer par les dirigeants. Sans surprise, c'est une équipe qui est très complémentaire avec une répartition des tâches. Donc, effectivement, c'est pas un dirigeant seul, mais c'est d'ores et déjà, on a 2 à 4 fondateurs qui se répartissent les tâches de manière assez claire, qui amènent sur la table des savoir-être et des savoir-faire assez différents. Étape 1. Ensuite, ils sont pas seuls. Eux-mêmes, ils étaient déjà 3-4, mais en plus, il y a un dispositif d'accompagnement très impliqué qui voit tous les mois, qui ouvre des portes. Aussi, ça, on le voit, un facteur clé de succès. Exactement, ça va être un board, un comité, quel que soit le terme. C'est des gens qui connaissent leur marché aussi, ou qui ont appris à le connaître. On n'est pas que des gens de 50 ou 60 ans qui ont déjà une carrière. Il y a plein de... Mais effectivement, qui ont une connaissance fine du besoin qu'ils adressent. Plutôt même que le marché, mais plutôt que le besoin qu'ils adressent. Pas forcément inné, elle peut être acquise, y compris dans les 2, 3, 5 premières
année de la société. Donc, on a ces dirigeants, on a parlé de leurs compétences, comment ils étaient entre eux. Ils sont experts sur leur sujet. Ils ont un gros set de savoir-être sur capacité à convaincre et capacité commerciale. Parce qu'il y a systématiquement des gens à convaincre. C'est pas que vendre, hein. C'est recruter, son banquier, la presse. C'est un métier où on passe son temps à prendre des gens sur ses épaules, que ce soit ses futurs collaborateurs, ses banquiers, ses investisseurs et ses clients. L'ensemble de ces parties prenantes. Voilà, des parties prenantes, il faut toutes les convaincre. Les collaborateurs aussi. Et c'est aussi des gens qui, pareil, acquis dans l'entreprise ou avant, ont des compétences en gestion. Parce que, effectivement, notamment, c'est les petites sociétés. Tu n'as pas encore un directeur juridique, un DAF, un directeur RH. Non, il y a quand même les premières années de ces sociétés-là. Le dirigeant, il fait tout. Et donc, effectivement, il faut des compétences en gestion, sans quoi la boîte, elle va dans le mur. Parce qu'elle dépense trop, elle ne lève pas assez aussi. Donc ça, c'est les dirigeants. Portrait robot un petit peu rapide. Le projet idéal, qu'est-ce que c'est ? Alors, bien sûr, il est innovant. Pas forcément que d'un point de vue techno. Hein, ça peut être une innovation servicielle, ça peut être... on prend quelque chose qui marchait très bien dans une autre zone géographique ou dans un autre secteur. C'est pas la gloire à la technologie, hein, non plus les sociétés qui marchent très bien. Il est rapide. Rapidité d'exécution. Effectivement, les années avant la rentabilité, c'est l'Everest, c'est la zone sans oxygène. Il faut y rester le moins de temps possible. Et donc, ça veut dire aller vite dans la structuration, mettre en place les processus ou les process industriels ou de développement qui vont vite aussi. Donc, il est innovant, il est rapide, il commence à avoir de l'attraction commerciale, c'est-à-dire des preuves que le produit ou le service que tu as voulu lancer, il plaise. C'est un peu une prime à la taille. Hein. Je suis désolé, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est vrai que cette fragilité, là, comme un bébé au début, c'est quand tu n'as pas de clients, tu n'es pas rentable, là, tu es très, très fragile. Et donc, il faut rester le moins de temps possible là-dedans. Et c'est combien de temps c'est extrêmement variable. Tu vas avoir des cycles très courts sur certains sujets digitaux où les boîtes elles vont réussir à sortir de cette zone de la mort en 18 mois. Et tu vas avoir des exemples très industriels où la boîte elle va rester dans cette zone super compliquée pendant 6 ans. Plusieurs années. Ou 5 ans. Je ne peux pas te donner un chiffre sur ça. Voilà, ensuite on va passer au marché. C'est des sociétés qui réussissent à se mettre la plupart du temps pas dans des situations de dépendance, ni clients, ni fournisseurs. C'est-à-dire qu'elles maîtrisent un petit peu leur destin autant dans leurs fournisseurs. Ça veut dire que je ne suis pas dépendant à 100% du même fournisseur de matière, d'une seule robinet super spécifique, que si lui meurt, moi je meurs finalement. On a eu beaucoup de cas comme ça avec tous les gens qui s'accrochaient sur LinkedIn ou qui s'accrochaient sur des réseaux sociaux ou sur des plateformes digitales, et quand le réseau social il dit « je ferme mon tuyau, j'arrête de te passer les données », tapis en 3 semaines. Donc voilà, et pareil pour mes clients. Si 100% de mon chiffre d'affaires, c'est quand même un facteur de risque. Si 100% de mon chiffre d'affaires, c'est Airbus, le jour où pour une raison X ou Y, Airbus change sa stratégie vis-à-vis de moi, je meurs. Aussi. Donc c'est souvent aussi pareil dans ces phases initiales. Au début, on a beaucoup de dépendance à une ou deux parties prenantes, et ça, pareil, c'est un très fort facteur de risque aussi. La concurrence, c'est intéressant, c'est pas du tout des boîtes sans concurrence. Au contraire, quand on se lance, quand il y a de la concurrence, c'est aussi un partage du besoin d'éducation. On est 7-8 petits à frapper aux mêmes portes. Certes, ça fait de la concurrence, mais malgré tout, en fait, on fait plus de bruit. Et donc, peut-être ce besoin innovant auquel on souhaite répondre, il rentre un peu plus facilement dans la tête de nos clients. Il y a plein des grands succès d'aujourd'hui qui sont rarement les premiers, mais des fast followers, je suis désolé, des suiveurs rapides qui arrivent plutôt en 2e ou en 3e et qui bénéficient un peu du travail d'éducation qu'a fait le premier. Voilà. Et puis, c'est des sociétés qui, assez rapidement, ont des barrières à l'entrée. C'est-à-dire que pour une raison X ou Y, elles ont réussi à faire un truc, un partenariat, une techno, un recrutement, un gros client que même l'argent ne pourrait pas acheter. C'est-à-dire même un nouvel entrant avec beaucoup d'argent, c'est toujours un peu cette simulation. Ok, mais qu'est-ce qui fait que si je mets 10 millions sur la table, je ne peux pas faire comme toi ? Le mec, tu peux mettre 10 millions sur la table, mais moi j'ai signé un contrat de 8 ans avec Airbus sur ce besoin-là. Donc je peux te dire que même avec tes 10 millions, tu n'auras pas mon contrat. Pas sur ce sujet-là. Voilà, ça, c'est la notion de barrière à l'entrée. On est allé un petit peu vite, mais tu as quelques composantes un peu, et tu vois bien pourquoi elle n'existe pas.
cette boîte-là. Parce que l'alignement de tout ça, c'est un ovni. Chacune des entreprises, elle va avoir un peu ses points de complexité. Et est-ce que, en fait, au bout du compte, cette entreprise, c'est pas celui d'un ou de plusieurs dirigeants qui font appel, en fait, à leur bon sens? En tout cas, ce que je sais, c'est que cette entreprise-là, elle est jamais comme ça dès le début. Et on va en revenir un peu sur un point, c'est l'adaptabilité. C'est qu'il n'y a aucune entreprise qui naît comme ça. Tu vois bien ce que j'ai raconté. C'est beaucoup plus des sociétés qui réussissent à se mettre un peu dans cette disposition-là. Et tu as vu comment on s'est éloigné de la notion d'idée. Je t'ai pas dit c'est l'idée du siècle, c'est pas l'idée du siècle, ni quoi que ce soit. En final, le succès, d'ailleurs, il faudra qu'on qualifie un peu ensemble dans un autre épisode qu'est-ce qu'on met derrière le succès. Est-ce que c'est la croissance? Est-ce que c'est la rentabilité aussi? Nouveau récit. C'est rarement une histoire d'idée. Tu as vu comme tous les critères que je t'ai donnés, c'est des choses très exécutives. Finalement, c'est plus de l'exécution que la notion de génialité ou de technologie même disruptive, qui est un facteur, mais qui est pas du tout le seul. Sans quoi tous les chercheurs ou tous les porteurs de brevets seraient tous des entrepreneurs à succès, ce qui n'est vraiment pas du tout le cas. Nouveau récit. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre. Donc, sur votre plateforme d'écoute préférée, c'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, faites-le à l'adresse suivante: bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt.